Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Régis Renet, animateur du réseau Recherche et Innovation Paramédicale du GRC Grand Ouest. Et je suis heureux d'ouvrir ce nouveau webinaire Café Lecture en relais de ma collègue Émilie Gislier, à qui je souhaite d'ores et déjà un excellent congé maternité. Donc, avant de commencer, j'aimerais préciser quelques points, s'il vous plaît. Alors, concernant l'audio, vous avez deux choix, soit l'audio ordinateur, soit l'appel téléphonique. Vous cliquez simplement l'option souhaitée, vous vous connectez via l'audio ordinateur ou appelez le numéro de téléphone qui vous a été remis dans le mail d'invitation à ce webinaire. Ce webinaire est en accès écoute seul, mais vous pouvez poser des questions en les saisissant dans le menu questions du panneau de commande. Nous les consulterons et y répondrons à la fin de la présentation. Je les transmettrai à notre orateur du jour. Si vous vous rejoignez à partir d'une salle de réunion, merci de me préciser dès à présent le nombre de participants, s'il vous plaît, dans la salle, par un message dans cette petite zone questions. Alors, le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, prénoms et fonctions, ainsi que de toute autre donnée que vous communiquerez à cette occasion. Donc, en conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Les informations associées aux droits d'enregistrement sont détaillées dans le document partagé, un document qui s'intitule « Autorisation webinaire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Stéphane Pasquier, qui est cadre infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Saint-Brieuc, ainsi que formateur à l'Institut de formation aux professions de santé sur le pôle universitaire de Saint-Brieuc. Stéphane Pasquier nous donne aujourd'hui une présentation sur la formation des étudiants en santé. Donc Stéphane, je vais changer de présentateur et vous laisser la possibilité de votre intervention. Bonne écoute à tous. Voilà. C'est à vous, je pense. Très bien. Merci Régis. Bonjour à tous et merci à l'équipe d'organisation pour votre invitation pour l'animation de ce café lecture. Donc je m'appelle Stéphane Pasquet et les présentations sont faites. Aujourd'hui, je sélectionnais un article qui traite de la formation des étudiants en soins infirmiers à 10 ans en fait du référentiel actuel de formation. Donc ça pourrait presque faire office un petit peu de bilan si on veut, et qui va traiter spécifiquement de la façon dont les étudiants en fait perçoivent leur milieu d'apprentissage. Alors, pourquoi ce sujet? Parce qu'il m'a semblé intéressant d'évoquer des dimensions de la profession infirmière autres en fait que la clinique, dont on parle plus fréquemment, il me semble, que j'ai actuellement cette expérience de la formation en soins infirmiers et donc je suis directement concerné par le sujet, que ce sujet, notamment eu égard à l'actualité, me semble pertinent, notamment en lien avec l'évolution de l'universitarisation, dont on aura peut-être l'occasion de dire un petit mot juste après. Et puis, pour les qualités de la revue dont il est extrait, qui est une revue scientifique axée sur la recherche infirmière et qui a également une portée internationale. Alors, comment j'ai travaillé pour en arriver à cet article? On viendra sur l'article un peu plus tard. J'ai fait une recherche qui, quand même, est assez orientée, en utilisant les outils qui sont à ma disposition au quotidien, c'est-à-dire une recherche rapide sur Google Scholar avec des mots-clés assez simples, formation, soins infirmiers en France. J'ai accès également à l'ensemble de la base de données EM Premium. Ce qui était important pour moi aussi, c'était d'avoir un article récent. Et avec ces premiers paramètres de recherche, cette première recension rapide des écrits, en fait, voilà, je suis arrivé à cet article-là pour que ce soit un petit peu plus rigoureux, on va dire. J'ai quand même effectué quelques recherches complémentaires, notamment sur Cairn ou encore dans PubMed. Je vous l'avoue assez rapidement, mais je n'ai pas obtenu le même type de résultat et pas le même type d'article. Donc, c'est ce premier article que j'ai gardé. Alors voilà, en première lecture, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr les coordonnées de la revue. Donc la revue francophone internationale de recherche infirmière, donc c'est une revue qui est indexée, qui est récente, puisque les premières publications datent de 2015, qui n'a pas encore d'impact factor. On retrouve ensuite donc bien sûr le type d'étude, donc c'est une étude descriptive, on reviendra dessus après, avec le titre de l'article qui me semble être explicite, qui précise les concepts et la population à l'étude. Et on retrouve également les auteurs avec leurs noms et les qualifications, donc des gens qui sont qualifications expérimentées dans le domaine.
Et comme je vous le disais, donc un article récent puisqu'il a été publié en 2019. En tout dernier lieu, je n'en ai pas parlé, donc les mots-clés qu'on retrouve ici, qui étaient parlants, et un particulier ici qui est la notion, voire le concept en fait de curriculum, concept autour duquel en fait est axée cette étude et cet article. Alors, la première partie de l'article, c'est le résumé, c'est l'abstract qui a été rédigé en fait sur la base de la méthode IMRAD qu'on retrouve régulièrement. Le premier point abordé, donc, c'est le contexte, l'objectif, pour reprendre les termes des auteurs. Hein. Donc, il s'agissait en fait de réaliser une photographie de la perception de l'environnement d'apprentissage des étudiants en institut de formation en soins infirmiers en France, dans un contexte, donc, comme je le disais, de formation réformée depuis 2009. Le type d'étude, on nous annonce donc c'est une étude descriptive, comparative, qui a été réalisée en 2017. La méthode utilisée, donc, elle est centrée autour surtout d'un outil d'enquête qui est le questionnaire, le DREED, donc pardonnez mon accent, en fait le Dundee Ready Educational Environment Measure, qui est un outil, un questionnaire sur lequel on reviendra un petit peu plus en détail par la suite. La population sélectionnée, bien sûr, ce sont des étudiants en soins infirmiers, d'un IFSI, on reviendra plus en détail dessus également. Et cet abstract dont reprend les principaux résultats, à savoir les étudiants donc, ont une perception plutôt positive de leur environnement d'apprentissage. Les auteurs ont mis en évidence des différences significatives d'une promotion à une autre. Et enfin, donc, la perception du milieu d'apprentissage elle est liée à la motivation et à la réussite de l'étudiant. Le dernier point de cet abstract, c'est la discussion, la conclusion, qui n'est pas très développée d'ailleurs dans cette partie-là, et qui dit simplement qu'il faut tenir compte des résultats dans l'élaboration du projet pédagogique. Dans l'introduction de l'article, il y a deux grands éléments. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le cadre théorique utilisé par les auteurs, il est explicite, et ce qui permet en fait d'envisager deux axes en fait. Le premier, donc, c'est que les auteurs ont réalisé une progression logique dans l'article avec une synthèse des connaissances utiles. En premier lieu, ils ont rappelé le contexte, donc qui est celui de la réingénierie de la formation. Ensuite, ils ont enchaîné avec les finalités et le déroulement de la formation en expliquant bien les différents points, les actes principaux de la formation, autour d'un premier concept qui est celui de professionnalisme. C'est vrai que c'est une profession qui se déroule à 50% en théorie et en pratique. Et puis, le concept central apparaît, qui est celui de curriculum, que je ne vais pas détailler là, qu'on retrouve dans l'article, donc qui est mis en évidence, expliqué, explicité et puis argumenté voilà, autour de ces auteurs. Et puis deux autres points qui sont en fait donc, spécifiquement la perception des pratiques d'apprentissage et enfin l'influence de l'environnement d'apprentissage. Voilà. Les questions et buts de l'étude sont évoqués dans le dernier paragraphe en fait, de cette introduction. Et là, donc, les auteurs nous disent qu'ils souhaitent en fait évaluer la perception de l'étudiant, donc je reprends leur terme, du contexte d'apprentissage afin d'identifier, mais aussi d'agir en fait sur ces éléments subtils qui influencent l'expérience de l'étudiant et sa motivation. Donc, il m'a semblé que la question posée, en tout cas le problème général, était pertinent, d'actualité, énoncé clairement, assez circonscrit, justifié en fait dans le contexte des connaissances actuelles et en lien avec la bibliographie qui a été utilisée et les concepts développés. Les auteurs nous présentent un objectif principal, les objectifs spécifiques. Donc, l'objectif principal était donc d'évaluer les variations de perception de l'environnement d'apprentissage proposé dans l'IFSI entre chaque promotion des 3 années de formation et les objectifs spécifiques au nombre de 4. Tout d'abord, évaluer la perception de chaque promotion dans les 5 domaines du DREAM. On reviendra plus en détail, je dirais, sur le DREAM. Ensuite, identifier s'il y a un lien avec des caractéristiques socio-démographiques individuelles. Troisièmement, investiguer si et comment cette perception influence la motivation de l'étudiant à suivre la formation. Et enfin, donc, en déduire les forces et faiblesses de ce fameux curriculum. La méthode utilisée par les auteurs, donc une étude descriptive, comparative. La méthode et les outils de recherche semblent appropriés à l'étude de la question. Comme je le disais précédemment, l'outil d'enquête, c'est le questionnaire. Donc, ce sont des questionnaires, comme annoncé dans l'article. Plusieurs questionnaires. Un questionnaire central qui est ce DREAM, qui a pour but donc d'évaluer l'environnement d'apprentissage, qui est un questionnaire, là j'ai mis les références de Roth en fait en anglo-saxon, qui a été utilisé et traduit dans de nombreux pays d'Europe et du monde d'ailleurs.
juste pour le présenter, donc c'est un questionnaire qui consiste en fait, qui est basé en fait sur des échelles de Likert. Un changement a été effectué entre la version anglo-saxonne et la version française. Alors, il a été traduit, pardon. J'ai pas retrouvé les références, notamment de la validation de la traduction en français. Et il avait été utilisé en français pour une étude précédente auprès d'étudiants en médecine, ce qui fait que c'est le terme de faculté qui était employé. Donc, on l'a modifié pour parler d'IFSI. Pour présenter ce questionnaire-là, donc on le lit de cette façon-là. Dans la colonne de gauche, on retrouve en fait les domaines du DREAM. Il y a donc 5 domaines précis, donc qui traitent respectivement de la perception de l'apprentissage, de l'enseignement, de l'auto-évaluation par les étudiants, de la perception de l'atmosphère de travail dans les IFSI par les étudiants, et ensuite l'évaluation de leur environnement social. Chaque domaine en fait correspond à un nombre d'items, chaque item est coté sur 4, il y a 50 items, et donc tout ça nous donne un score de 200 points au total. Voilà. Les questions que je me posais, en fait, c'est qu'il y a plusieurs, donc concernant le DREAM, j'ai retrouvé les explications, en tout cas, qui m'ont permis de comprendre l'article et les résultats. En revanche, les auteurs font référence à d'autres questionnaires, notamment sur la motivation, que je n'ai pas retrouvé là. Les données ont été traitées de la façon suivante, donc c'est un traitement logiciel avec une méthode d'analyse statistique qui a priori paraît appropriée, qui permet de répondre à l'objectif de l'étude. Cette analyse statistique en fait a permis un recueil assez exhaustif des données et a également donné lieu à un croisement des données qui a été assez intéressant. Voilà. L'étude a été conduite, il me semble, de manière à minimiser les biais que je n'ai pas identifiés à mon niveau. La population à l'étude, donc c'est un IFSI d'Alsace, ça s'est déroulé en 2017 et dans le cadre d'un contrat de coopération, parce que comme je l'ai annoncé précédemment, en fait l'étude avait été démarrée, d'où le fait qu'il y ait des auteurs suisses, en fait par des Suisses auprès d'étudiants en médecine et ce contrat de coopération avec la France a permis d'étendre l'étude à des étudiants en soins infirmiers, donc en Alsace. Donc la population est définie de façon précise. Les volontaires, donc étudiants, ont participé sur la base du volontariat. La taille de l'échantillon est donc de 453 étudiants participants, donc ce qui semble être une base statistique correcte pour faire cette étude, et a priori donc sans biais de sélection apparent. On en arrive aux résultats. Pour les résultats, donc on voit sur le total en fait de questionnaires, il y aura 374 au total questionnaires qui seront utilisables, ce qui représente 88,4% de participants, ce qui est tout à fait correct. 2 points sur les résultats. Le premier, c'est de dire que les résultats qui sont présentés semblent être en lien avec à la fois l'objectif principal et les objectifs spécifiques, et qu'on obtient des variables comparables, à savoir les profils sociodémographiques des étudiants sont semblables sur les 3 promotions, et que la répartition des parcours des étudiants au sein de chaque promotion est proche. Sur les résultats proprement dit, donc sur le premier item, la motivation à devenir infirmier, donc les auteurs nous disent que 79% des étudiants des 3 promotions réunies donc, se disent motivés par cette formation, qu'on observe une différence statistique significative en fonction de l'année en cours, en particulièrement en L3, donc la 3e année, qui est l'année a priori de la professionnalisation, et donc on arrive en fin de formation. Le deuxième point, c'est qu'il y a une variation de la motivation pendant les études en fonction de l'année en cours. Là, les auteurs n'ont pas mis en évidence de différences significatives. Voilà. Donc, ce que j'annonçais tout à l'heure, donc le type de questionnaire utilisé, je ne l'ai pas retrouvé en fait dans l'article. Le questionnaire central, le point central de l'étude, donc c'est le DREAM, c'est ce questionnaire qui nous dit en fait que l'environnement d'apprentissage est considéré comme plutôt positif. Pour dire ça, en fait, on s'appuie sur ces résultats-là, à savoir un score de DREAM total qui est en fait de 128 sur 200, sachant que pour considérer que l'environnement est positif, la norme elle se situe entre 100 et 150 selon ce questionnaire. On retrouve donc là les domaines étudiés avec donc les indices de signification. Dans les résultats, les auteurs
on fait une analyse multivariée en croisant en fait les scores du DREAM avec des données biographiques et descriptives du parcours donc académique des étudiants. Ils ont pu obtenir le résultat suivant, à savoir que seule l'année en cours est déterminante. Alors, dans l'article, il y a quelque chose que j'ai eu du mal à identifier, c'est qu'en fait, ils évoquent une différence significative entre L1 et L2 d'une part et L3, donc encore une fois dans le cadre de cette étude croisée, sachant que les auteurs évoquent une différence entre donc, les chiffres du DREAM entre L1, L2 et L3 de l'autre, ce que, à la lecture des documents exposés dans l'article, je ne retrouve pas directement. Sur les 5 points de ce questionnaire, donc on va voir un petit peu plus en détail rapidement. On a d'abord la perception de l'apprentissage, donc la perception elle est positive, avec un élément qu'on va retrouver d'ailleurs après, qui est le gradient décroissant au fil de l'avancée dans le cursus. Sur le deuxième point, qui est la perception de l'enseignement, on retrouve aussi ce gradient décroissant en cours de l'avancée dans le cursus, avec un écart en fait entre la première et la troisième année, à savoir qu'en première année, on avait plus de répondants, donc 4 sur 5, pour passer à la moitié en fait, de répondants en troisième année. Un point qui a attiré mon attention est le point juste en dessous, à savoir que plus de 40% des étudiants considèrent que les enseignants sont autoritaires et identifient donc qu'ils se mettent en colère pendant les enseignements. On verra, cet élément a été discuté, on en reparlera par la suite. Mais c'est vrai que je me demandais vraiment de quels enseignants on parlait, de quelles personnes. Est-ce que c'est un commentaire qui a été généralisé? Ça pose la question de la subjectivité. On en parlera après. Le troisième point est celui de la perception de l'étudiant et de ses propres capacités, donc qui est correct et qui est stable d'une promotion à l'autre. Le quatrième point, c'est la perception de l'atmosphère ou du climat d'apprentissage. Là aussi, on retrouve ce gradient décroissant au cours de l'avancée dans le cursus, qu'on pourra relier, c'est un élément de discussion, à peut-être cet effet fatigue ou stress bien décrit et qu'on retrouve dans d'autres études. Et le cinquième point, en fait, c'est la perception de son propre environnement social par l'étudiant. Donc là aussi, on retrouve, alors là c'est un petit peu différent, on retrouve une dégradation entre la première et la deuxième année, et ensuite les résultats sont plus stables de la deuxième à la troisième année. Ça va poser quand même la question de la subjectivité, et non pas de la vérité, hein, bien sûr, c'est vraiment de la prise en compte de la subjectivité dans les remarques des étudiants, et des limites que ça peut représenter, en tout cas dans cette étude-là précisément. Voilà. Un élément important, d'où l'utilité de croiser les données, c'est que lorsque en fait, on va croiser ces données-là avec la motivation actuelle de l'étudiant, et bien là, cette fois-ci, le gradient total du DREAM en fait, va augmenter. Voilà. En ce qui concerne les critères de jugement, je souhaitais juste dire, donc on les retrouve, ils sont évoqués, mais pas directement spécifiés, notamment dans les méthodes. Donc un schéma pour l'illustrer dans l'étude, ces gradients sont notamment l'âge, le sexe, le redoublement, ou encore la motivation de l'étudiant. En ce qui concerne la discussion, donc les auteurs nous disent un certain nombre de choses, à savoir que donc, le taux de réponse était élevé, ce qui pour eux donc, témoigne de l'intérêt porté par les étudiants au contexte d'apprentissage. Qu'on pourrait comparer ces résultats à ceux d'autres écoles, à ceux d'autres études menées par d'autres écoles, où on a retrouvé significativement des scores situés entre 100 et 150. Que donc cette interprétation des résultats semble être quand même en lien avec la question de recherche. Un point important est en fait la proposition, en tout cas, d'axes d'amélioration, la mise en exergue en fait de la nécessité d'avoir des axes d'amélioration au niveau de l'enseignement en général et du soutien. Les auteurs nous disent aussi que donc les meilleurs résultats dans les établissements où les programmes sont centrés sur l'apprenant, ce qui est en lien aussi avec donc, cette notion de curriculum, de cette notion de socio-constructivisme, donc la base de ce référentiel de 2009. Et donc on obtient des meilleurs résultats dans ces établissements que là où l'enseignement est plus traditionnel, où les scores donc, sont inférieurs à 120. La perception de l'apprentissage, de l'enseignement, encore du climat d'apprentissage, il varie selon l'année de formation, on l'a dit, donc en fait en diminuant d'une année à l'autre. Et là, on pourrait peut-être rapporter ça à l'effet fatigue ou encore le souhait de quitter le statut étudiant. Et donc j'en arrive au point donc, cité précédemment, à savoir que l'impression que les étudiants sont autoritaires, donc visiblement a été retrouvée dans d'autres études. J'ai pas plus d'éléments que ça. Et c'est vrai que cet élément interroge, même pour en avoir discuté avec des collègues ou autres. Et là peut-être qu'il va nous manquer quelques données.
j'en avais pas parlé précédemment. À la première lecture, j'avais compris en fait que cette étude était menée et concernait plutôt les apprentissages, je dirais, théoriques et plus la vie au sein de l'institut de formation. Mais dans la mesure où ça n'a pas été directement précisé, avec toute la subjectivité qu'on peut retrouver dans les résultats, peut-être qu'il y a des éléments qui prennent en compte également la partie apprentissage pratique, puisque donc c'est quand même une formation qui est à 50% théorique et pratique. Et ça, je ne retrouve pas ces éléments dans la lecture de l'article. Deux points là. Donc, pour les auteurs, l'apprentissage, les résultats en fait, concernant l'apprentissage sont à mettre en lien avec d'abord le parcours professionnalisant de l'étudiant qui est prévu par le référentiel, mais aussi donc l'approche par compétences, hein, qui est un point central de ce référentiel, la théorie socio-constructiviste sur laquelle est basé l'enseignement, et bien sûr le projet pédagogique qui est un point spécifique du curriculum. Deuxième point, l'enseignement, et là les résultats sont à mettre en lien avec en fait la pertinence des choix des enseignements et des intervenants. Peut-être que ce point est à relier justement avec les perceptions concernant l'aspect autoritaire de certains enseignants. Un point important aussi mis en valeur par les auteurs est donc cette relation pédagogique entre l'étudiant et le formateur, qui est un point très très important du quotidien en fait dans les CIFSI, qui semblerait faciliter les apprentissages, et ça c'est documenté par les écrits de Carl Rogers notamment. Concernant les propres capacités de l'étudiant, les auteurs recommandent en fait de mettre en lien ces données avec la dynamique motivationnelle et particulièrement en fait la perception de la valeur activité par l'étudiant. Concernant l'environnement social, il faut savoir, les auteurs nous rappellent que donc, la moyenne d'âge en fait, dans cette étude était de 23 ans. C'est vrai qu'en IFSI, on s'adresse à une population qui est assez large, avec des écarts que je n'ai pas repris ici, mais qu'on retrouve globalement sur l'ensemble du territoire français. Un point important aussi mis en valeur par les auteurs était cette notion de suivi pédagogique individualisé, afin pour montrer la place centrale que ça tient et l'importance de le garder, on va dire. La place également des travaux de groupe dans la formation. La place également du développement de l'entraide entre étudiants, donc sous différentes formes, donc en fonction des institutions, sous forme de tutorat et ou de parrainage. Donc on peut poser ensuite la question des modalités en fait mises en œuvre de cette entraide entre étudiants. Un point également mis en exergue par les auteurs est celui en fait du rôle social du formateur. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on entend exactement par le rôle social du formateur? On en a une idée, je pense qu'on peut le rattacher aussi notamment à tout ce qui peut se jouer pendant le suivi pédagogique individualisé, où c'est vrai que dans la pratique, on a vraiment... c'est d'une richesse extrême et c'est un travail assez délicat d'ailleurs au quotidien, puisqu'on a à traiter à la fois, en tout cas, on reçoit des données tant professionnelles que personnelles, que de formation, etc. Et il s'agit d'adopter la posture la plus adaptée. Voilà. Un point aussi important, c'est cette notion de fatigue et de stress en fin de formation qui ressort dans cette étude et dans d'autres. Les auteurs évoquent la réalisation du travail de recherche. À ma connaissance, je ne sais pas si dans d'autres formations universitaires du niveau licence, on a en fait l'obligation d'un travail de recherche, peut-être sous la forme d'un mémoire ou de celui qu'on fait à l'IFSI. Alors loin de moi l'idée de ne pas en faire, bien au contraire. Peut-être que ça peut aussi poser la question de la durée des études. C'est vrai que dans d'autres pays, alors pas sous les mêmes modalités, mais en tout cas la formation infirmière peut durer un peu plus longtemps. Je pense à la Belgique en 4 ans notamment, même s'il y a différents niveaux de formation. Et le dernier point, c'est aussi interroger les sources de l'ennui, puisque dans les résultats, il fait référence à l'ennui de certains étudiants pendant la formation. Voilà. Globalement, ce qu'on peut dire de cette discussion, c'est que, à mon sens, elle apporte quand même un éclairage sur les résultats, en relevant quelques limites de l'étude, qui avait été aussi relevée d'ailleurs par les auteurs, à savoir que là, cette étude a été réalisée à un moment donné dans un IFSI donné d'une région de la France. On a parfois ce qu'on peut appeler des effets promotion, c'est-à-dire en fait des dynamiques de groupe qui peuvent différer, même si on retrouve les mêmes schémas, mais globalement des dynamiques qui sont un petit peu différentes d'une promotion à l'autre. Donc ce qui peut peut-être en tout cas influer sur les résultats et notamment sur les parties qualitatives, on va dire, des résultats.
Il serait intéressant de mener une étude longitudinale pour en fait observer l'évolution de ces paramètres, mais pour une promotion donnée. Qu'on pourrait comparer également du coup ces données avec celles d'études qui seraient menées dans d'autres IFSI de France ou sur des cohortes, des populations plus importantes encore. On note du coup donc tout l'intérêt et en même temps la limite des données quantitatives, puisque parallèlement on a fait des croisements de données avec des données peut-être d'ordre plus qualitatif, notamment je pense à la motivation ou à certaines remarques sur le vécu, etc. en formation, ce qui justement met en valeur tout l'intérêt en fait de poursuivre avec une étude qualitative et de faire ressortir tous les éléments comment dire, productif en fait, mais de faire ressortir avec plus de richesse toute la subjectivité qui apparaît ici, mais que du coup peut-être on peut pas exploiter pleinement. Voilà. Un élément qui me semble aussi important, qui est très fort pendant cette formation infirmière, et en fait cette transformation un petit peu identitaire, pas seulement pour les gens qui étaient soignants avant, mais globalement. Et il me semble qu'on l'a pas, qu'elle n'est pas en tout cas nommée ou abordée là, et ça serait certainement intéressant, et je pense qu'elle ressortirait dans une étude qualitative. Pour terminer sur cette partie, donc dans la conclusion en fait de l'article, on retrouve en fait la synthèse de l'étude avec des pistes de recherche. Les considérations éthiques dans cette étude et rappelées par l'article en fait peuvent être on peut dire en fait pardon qu'elles sont conformes, à savoir que cette étude a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL avec un accord écrit des étudiants et des institutions bien sûr, que l'anonymat a été respecté et que globalement en fait elle a permis de maximiser en fait tous les bénéfices pour les participants et de minimiser les risques. Voilà, la conclusion est-ce que cette étude est transférable dans la pratique? Il me semble que cette étude permet de répondre aux objectifs fixés, que les résultats sont proches en fait de ceux qu'on a pu retrouver dans d'autres études menées ailleurs en France et peut-être même dans d'autres pays, avec donc des résultats qui peuvent être transférables à mon sens et du coup des points de validité internes et externes présents. J'ai mis là quelques éléments qui m'ont servi pour adopter avec le plus de rigueur possible cet exercice de lecture critique qui n'est jamais très évident. Et je vous propose, pour terminer, peut-être quelques pistes de réflexion, 4 points que j'ai relevés rapidement. C'est vrai que cette année, c'est donc encore une fois, on est à 10 ans de ce référentiel qui, étonnamment d'ailleurs, dans mon expérience, est toujours qualifié de nouveau référentiel. Il a 10 ans. En revanche, ce qui est nouveau cette année, c'est donc, on va dire, l'arrivée de la filière infirmière dans le dispositif Parcoursup. Je pense qu'il y aura des éléments intéressants d'évaluation à voir cette année et puis dans les années qui vont suivre. Tout ça est à mettre en lien avec aussi cette dynamique d'harmonisation des enseignements avec nos universités, on va dire, de tutelle. Un point d'actualité donc que je remets ici en fait, c'est la reconnaissance en fait de la filière des sciences infirmières en fait par le Conseil national des universités par un décret adopté la semaine dernière. Et puis une question du coup par rapport à toute cette dynamique, cette évolution assez forte et rapide de cette formation infirmière au sein et avec l'université, c'est du coup se demander un petit peu, en gros, ce que deviennent les IFSI dans tout ça. Ce sont des questions du quotidien. Et puis, justement, c'est les différents intervenants, tous les intervenants dans la formation infirmière en général, qu'est-ce qu'ils deviennent, quels seront les statuts exigés, que deviennent les formateurs, que deviennent tous ces intervenants. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci Stéphane Pasquet. Effectivement, une étude intéressante à coup sûr. Elle semble robuste à 3 égards, certainement déjà en jugé par le taux de participants, 88% je crois. C'est une étude qui semble robuste de ce point de vue. Robuste également sur l'abord statistique qui semble être visiblement de rigueur. Et puis, à regarder de près les résultats, finalement,
les étudiants, globalement, sur l'apprentissage, c'est positif. Sur l'auto-évaluation, c'est également positif. Alors, peut-être sur l'enseignement, l'atmosphère de travail, un déclin qui se stabilise, ou l'évaluation de l'environnement, ça commence par décliner, ça devient stable également. Mais globalement, je crois que les étudiants qui bénéficient d'une formation en santé sont satisfaits des conditions sur la durée. Est-ce que c'est pas à mettre en résonance avec le statut d'étudiant à proprement parler, sans parler du statut d'étudiant en santé en particulier, c'est-à-dire qu'il faut l'assumer sur 3 ans, sur les 3 ans de la licence, et puis il y a des creux dans la motivation, il y a des creux dans la perception des intervenants d'une année sur l'autre. Voilà, c'était un commentaire, je pense qu'il peut s'appliquer au statut d'étudiant de manière générale. Qu'en pensez-vous? Oui, ces résultats, en fait, je pense qu'ils sont, comme vous dites, assez, enfin, qu'on peut les retrouver dans la filière infirmière, dans d'autres filières de santé. Et il nous donne des éléments sur des éléments qui ne sont pas directement amenés là, mais c'est la façon dont vivent en fait la façon dont les étudiants vivent leur formation, avec tout ce qui peut se passer dans leur vie d'une manière générale. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez prenant, tout simplement parce que faire des études de santé, c'est pas anodin, c'est peut-être pas mieux ni pire qu'autre chose, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux, et que c'est très impliquant au niveau personnel. Et que nécessairement, on n'est pas surpris. C'est bien que des écrits ou des études puissent le documenter, au contraire, mais on n'est pas surpris en tout cas qu'il y a autant d'enjeux en termes de fatigue, d'ennui, de dynamique de groupe, etc. Alors, il était intéressant d'avoir ce premier commentaire parce que ça a permis à des gens de l'auditoire de poser des questions, en particulier un collègue angevin, Laurent Poiroux, qui se pose la question quid de la perception des professionnels de terrain, infirmiers, cadres, sur les, hop, excusez-moi, je manipule, sur les nouveaux infirmiers issus. Ah, je m'excuse, je vais essayer de regarder de plus près parce que le menu déroulant n'est pas forcément facile à manipuler. Alors, évidemment, le menu déroulant ne fonctionne pas comme je le voudrais et je ne peux pas avoir la question. De la perception des professionnels de terrain infirmiers cadres sur les help collègues. Ah non. Normalement, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas en fait si c'est la question miroir, à savoir comment les professionnels perçoivent ces étudiants. C'est pour ça que j'attends un petit peu. Bonjour Laurent. Alors merci Stéphane pour ta présentation très claire et intéressante. C'est vraiment une présentation parfaite pour un café lecture. Ça, c'est un premier commentaire que j'arrive à lire. Mais ça veut pas descendre, je ne pense pas. Laurent, il écrit beaucoup trop, il faut qu'il nous fasse les questions. Je suis vraiment confus que ce soit un problème technique qui m'empêche de lire correctement. Déjà, les premiers éléments de la question, au risque de répondre un petit peu à côté, mais c'est vrai que là, on avait bien sûr, l'étude consistait à reconnaître et évaluer les perceptions des étudiants dans le cadre de ce nouveau référentiel. C'est des questions qu'on se pose au quotidien, à savoir comment justement les professionnels de terrain, quelle perception eux aussi ont-ils de ce niveau dispositif de formation et des étudiants. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai la question en entier, excusez-moi. Quid de la perception des professionnels de terrain infirmiers cadres sur les nouveaux infirmiers issus de ce référentiel? Est-ce qu'il existe des travaux à ce sujet? Alors, j'ai pas retrouvé ça parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup et j'ai pas retrouvé ça dans mes lectures, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que ça fait, la recherche, bien sûr, elle s'appuie sur des données de terrain et pratique et ces questions-là, on les entend, je dirais, tous les jours quand on va sur le terrain. Ce sont des questions qui sont posées au quotidien par les professionnels que mentionne Laurent, à savoir les étudiants. Alors, on a quelques éléments de réponse. Mais déjà, ce qui paraît, je dis, un élément de réflexion, c'est que quand on va sur le terrain, et c'est quand même assez fréquent, et d'ailleurs, c'était, je dirais,
très humblement mon cas avant même de faire de la formation à 100%. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on ait une très grande connaissance du dispositif de formation et de ce référentiel de formation. Ce qui fait que parfois, il me semble en tout cas, que les étudiants, en arrivant sur les terrains de stage ont ce petit temps d'avance dû au delta en fait de connaissances entre les étudiants et les professionnels de terrain de ce dispositif de formation. L'approche par compétence, c'est pas toujours évident à appréhender. Ça peut déstabiliser un certain nombre de professionnels. Ce qui peut interroger parfois, c'est que ça peut déstabiliser aussi des professionnels qui ont bénéficié du même dispositif de formation. Et là, du coup, ça interroge d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est très riche. C'est que on dit vulgairement qu'on apprend aussi beaucoup par mimétisme et que en fait très rapidement on va on va dire des réflexions qui sont ce qu'elles sont et parfois même très positives qui sortent de la bouche de professionnels qui ont été formés avant ce nouveau référentiel. On les retrouve dans la bouche de nouveaux professionnels, enfin en tout cas de professionnels issus de ce nouveau référentiel. Donc là, on voit bien cet effet un petit peu mimétisme, reproductibilité des discours et des pratiques. Voilà. Je pense notamment aussi à un point qui sont les analyses de situation ou de pratique, qui sont quand même, donc c'est un point important du référentiel. On fait revenir des étudiants à l'IFSI, c'est inclus dans les temps de stage. Ce sont des temps qui ne sont pas toujours très bien compris, très bien identifiés. Peut-être quid de la communication. Il y a un point qui me semble très important en tout cas, et ça n'engage que moi, c'est l'implication et le rôle des formateurs référents des terrains de stage. Je pense que sinon, on va continuer en fait à cloisonner deux milieux qui, au contraire, se rejoignent, mais encore faut-il avoir, je dirais, les bonnes formules ou la bonne communication pour qu'ils se rejoignent. Et là, du coup, on aura en tout cas une meilleure compréhension de la part des professionnels de terrain. Et à ce sujet, est-ce qu'on a une perception de l'intérêt des étudiants pour la partie un peu fondamentale de leur apprentissage sur les premières années versus une pratique terrain, un stage en fin de parcours? Quels intérêts ont-ils a priori pour l'un ou pour l'autre de ces deux aspects? Alors, de façon empirique, hein, les étudiants donc évoquent beaucoup, quand ils évoquent leurs apprentissages, ils évoquent beaucoup donc les apprentissages techniques. Donc on est sur un registre quand même qui est souvent très très technique. Et ce qui interroge d'ailleurs, parce que le référentiel, encore une fois, il a 10 ans et il met l'accent sur plein d'autres choses. Je pense notamment à la prévention en santé, je pense notamment à l'éducation ou à plein d'autres choses, des éléments du rôle propre ou autres. Et c'est vrai que les étudiants semblent d'abord se positionner sur justement ou focaliser sur l'apprentissage des actes en fait, des actes et des actes techniques, quoi. Voilà. D'accord. Je n'ai pas a priori d'autres questions ou commentaires sur le chat de l'outil. Vous étiez aujourd'hui une vingtaine de participants à ce café lecture. Voilà, ça montre l'intérêt de toute façon de ce style d'outil. Une question de Anne d'Angers. Et c'est toujours aussi compliqué que d'en obtenir le détail. Merci Stéphane pour ta présentation très claire et très intéressante. C'est vraiment une présentation parfaite pour un café pédagogique. Quid de la collaboration avec les tuteurs et les professionnels de terrain pour limiter le delta évoqué? Une question de Anne. Pardon, merci Anne et bonjour. Oui, le quid, là, les dispositifs sont assez hétérogènes. Dans certaines structures, il y a des dispositifs très, très structurés, très formels, avec du temps de tutorat et je dirais du temps et des fonctions de tutorat qui sont conformes alors à la fois au référentiel et aussi plein de bon sens. On libère des professionnels qui ont du temps pour accompagner, en préservant aussi la disponibilité des équipes qui permettent à chacun de tenir bien son rôle. Dans d'autres établissements, ce n'est pas forcément le cas. Donc, quand on parle de tuteur, il faut vraiment savoir de qui on parle. Et ce qu'on remarque, c'est que sur un territoire de santé donné, et même d'un hôpital, pour ne parler que des hôpitaux, en fait, on a à la fois des interlocuteurs et des fonctions très, très hétérogènes.
Voilà. Cela fait 10 ans que ce nouveau référentiel est en route. Il faut donc bien que les professionnels maintenant s'investissent plus sérieusement, me fait-on savoir. Oui, c'est. Je dirais oui parce que je ferai mon autocritique et très honnêtement, avant de travailler complètement en formation, j'avoue que j'avais pas forcément mesuré toute l'importance accordée à ce référentiel et au rôle qu'on peut avoir quand on est professionnel. C'est-à-dire, c'est pas seulement montrer des choses et attendre de reproduire. C'est vrai que il faut tenir compte effectivement des difficultés dans le monde du travail sans s'apesantir en plus sur tous les aspects négatifs. On a, quand on est professionnel, qu'on soit formateur à temps plein, qu'on soit dans les unités, ça fait partie de nos missions et de nos obligations professionnelles d'assurer la formation de nos pairs et il faut le prendre en termes de responsabilité et du coup, je pense qu'on a cette mission de responsabilité pour quand même garantir, sans être dans les grands discours, quand même au moins à minima de la sécurité et de la qualité des soins, quoi. Et ça, il faut qu'on garde, qu'on ait toujours cette autocritique et ce petit point de vigilance en nous, quoi. D'où l'utilité de bien se parler. C'est pour ça que enfin, dans mon poste actuel, en tout cas, je pense que faire un pas aussi vers les collègues de terrain et les inciter aussi. À Saint-Brieuc, on organise également des journées de rencontres avec les tuteurs et travailler sur des thèmes justement pour que ces textes-là ne restent pas des textes et qu'on en fasse vraiment quelque chose de pertinent. D'accord. Il n'y a visiblement pas d'autres questions. Alors, ce webinaire est intéressant, il est interactif dans une certaine mesure, si j'enlève les petits problèmes techniques, et je m'excuse pour cela. Vous pourrez le retrouver dans son enregistrement en intégralité sur YouTube, probablement à partir de demain. Mais rien de tel, de toute façon, que des discussions de visu. Et à ce propos, j'invite l'ensemble de nos auditeurs à nous rejoindre lors des journées francophones de recherche en soins qui se dérouleront fin novembre, 28-29 novembre, sur Angers. Il reste probablement encore beaucoup de place et s'il ne reste plus de place, forcez les portes parce que c'est toujours intéressant de venir échanger en direct. Voilà. Je vous remercie toutes et tous et s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons clôturer la session. Merci. Merci Stéphane.